Bonjour à tous, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant The Economist, The World In de 2015 à 2020. Bienvenue à vous. Alors, il est important, bien sûr, de faire une mise à jour car ce magazine a sorti fin novembre un nouveau numéro de The World In, donc 2020. Alors, bien sûr, c'est un magazine réputé pour son caractère prophétique, par le biais d'images symboliques, bien sûr, notamment, effectivement, le niveau de cryptage des éléments est très élevé. Il n'est pas si évident que ça de comprendre les événements, certains événements avec précision, en tout cas de ce qu'ils prévoient eux. Mais vraiment, il est toujours intéressant de décrypter et de partager les éléments pour le collectif. Alors, ce qui est intéressant de 2015 à 2020, pourquoi? Parce qu'elle initie une séquence de transposition prophétique, de type prophétique. Et ce qui est intéressant, c'est que celui de 2015 et celui de 2020, 2015 et 2016, pardon, se basent sur la même transposition, celui de l'album des Beatles, Sgt. Pepper. Alors, sur le site extrêmement intéressant, alors je reviens sur 2015, de ideapocalypse.wordpress.com, c'est vraiment un site extrêmement intéressant. Alors, c'est pour vous montrer, hein, il y a quand même plein de choses très intéressantes hein, sur les économistes, les étoiles, Alice, les différentes couleurs de 2018. Il y a vraiment plein de choses. Et je reviendrai aussi hein, dans des vidéos ultérieures concernant, et puis le chat, hein, c'est-à-dire Cachayeur le chat, qui représente, qui est le symbole du terrorisme. On le voit en haut du Bataclan ici. C'est quand même vraiment intéressant. Hein. Là, pour le coup, c'est quand même assez incroyable de montrer un attentat qui allait arriver vraiment de manière extrêmement précise. Alors, les Beatles, parce que c'est ce qui nous intéresse, hein, on voit bien que le numéro spécial The World In 2015 et 2016 se base sur l'album des Beatles Sgt. Pepper. Alors on va voir hein, juste l'image, voilà. C'est celle-ci, voilà. C'est vraiment une transposition. Et on va continuer avec eux notamment par rapport au tarot, puisqu'ils ont, les Beatles aussi ont leur tarot. Alors depuis les 3 dernières années, je trouvais des éléments concernant ce groupe malfaisant, mais je ne parvenais pas à les compiler dans un même article. Cette étude le permet, car il est possible de les relier les uns avec les autres. Ce point va montrer les éléments d'inspiration directe, point A et B, ou indirect, point C, des Beatles sur les couvertures des magazines The Economist. Le monde magique malfaisant de Lennon. L'année 1967 a été un grand tournant pour les Beatles et la création de la religion de John Lennon. Voici les événements marquants de cette année. La sortie de l'album, hein, Juin 67, ça ne fait pas, mort de Brian Epstein. Il était manager du groupe. Le groupe doit alors se gérer seul. Tournage du Magical Mystery Tour, inauguration de la boutique Apple et diffusion du Magical Mystery en 1967. La pochette de l'album Sgt. Pepper semble fortement avoir inspiré les couvertures des Economistes 2015 et 2007, comme je vous ai montré. Alors, quels sont les points communs de ces deux couvertures? Bien sûr, hein. Les fonds bleus, les parterres possèdent des objets insolites, des personnages portent des costumes aux couleurs vives, il existe des personnages en cartoon, des personnages apparaissent en noir et blanc, il y a des acteurs, artistes poétiques vivants et morts. Les 3 ont été étudiés pour en découvrir les secrets. Donc, ensuite, ils développent un raisonnement intéressant concernant John Lennon et les Beatles. Ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est la transposition, mais je vous ai dit que je reviendrai sur cet onglet vraiment extrêmement intéressant. Il y a beaucoup de choses à voir, c'est vraiment intéressant. Hein, puisque on peut dire que le 2019 peut faire appel au 2017 ou 2018, parce qu'on retrouve des images qui reviennent, donc c'est vraiment intéressant. Alors, The Beatles Tarot. Bien sûr, il a un lien donc avec le 2017. Donc c'est intéressant. Voilà, nous avons le 2016. Et hop, là, nous avons le tarot, donc. Et les Beatles aussi ont leur tarot. Donc, ils ont continué là-dessus. Mais c'est la transposition du tarot, mais les Beatles aussi ont un lien, pas forcément, mais il y a quand même
raisonnement continuel, si je veux dire, par rapport à The Economist et aux Beatles. Alors, voilà leur tarot sur le site etsy.com, la roue de la fortune. Voilà, rapidement, hein, je mettrai en lien, hein. C'est quand même intéressant. Et puis, il y a un autre site, très important aussi, car, bien sûr, nous avons leur tarot personnel à eux, ce qui est très important. Alors, bien sûr, je vais lire juste le paragraphe, je termine le tarot. Hop. Le tarot des Beatles est du créateur de The Shakespeare Tarot et The Golden Age of Hollywood Tarot, avec 3 ans de recherche et de préparation derrière elle. The Beatles Tarot est un bel examen des Beatles en tant qu'artistes qui change la culture et les individus de recherche de l'âme. Je reviendrai notamment avec le jeu de loi aussi, surtout le jeu de loi, hein, le tarot aussi. Chaque costume est représenté par un Beatle différent, représentant comme ils le font les 4 éléments fondamentaux, leur vie en tant que personne, ainsi que les Beatles sont tous deux explorés dans leurs costumes respectifs. Alors, nous voici sur theosophical.org, les cartes du tarot pour comprendre la transposition par rapport au 2017. Parce que c'est très intéressant que les Beatles ont leur tarot. Et The Economist se sont vraiment bien basés sur leur tarot. Alors, pour comprendre hein, le tarot, bien sûr, rapidement, le tarot, hein, l'ancien précurseur des cartes à jouer aujourd'hui, traite des archétypes et du symbolisme, en particulier dans les 22 atouts des arcanes majeurs, plus grand secret donc. Les 4 Beatles, à des degrés divers d'enthousiasme ou de crédulité, se sont absorbés dans les quêtes spirituelles qui ont marqué le déroulement des années 60. Et il est donc d'autant plus fascinant de constater à quel point chaque membre du groupe est étrangement, même le groupe en tant qu'unité, est reflété par une carte arcane majeure particulière. C'est ce que nous allons voir. En lisant la quintessence, bien sûr. Alors que les Beatles s'éloignent en tant que personnages historiques et entrent dans le royaume du mythe et de la légende, il convient d'examiner comment ils s'intègrent dans le contexte allégorique du tarot. C'est vraiment intéressant. Alors, un bref, rapide hein, pour voir pour les Beatles, hein, bien sûr. John Lennon, bien sûr, auteur, compositeur, chanteur principal, bien sûr. Paul McCartney, bassiste, chanteur, auteur, compositeur. George Harrison, guitariste. Et Ringo Starr, batteur. Alors, il me semble que Paul McCartney et Ringo Starr, on le voit, hein, il me semble, sont encore vivants. Donc, c'était juste un focus rapide sur ce qu'ils font dans le groupe. Alors, l'interprétation de Ringo Starr, rapidement. Ringo a apporté une joie joyeuse. C'est la carte The Star, hein, les étoiles, qu'on voit aussi dans le 2017. Et une sensibilité terre à terre aux Beatles, il était le seul des 4 à provenir d'un environnement de classe ouvrière pauvre et à ne jamais s'éloigner de ses racines. En même temps, il s'avérait capable de raisonnement intuitif, de perspicacité astucieuse et de malapropisme drôle qui ont souvent étonné et ravi ses camarades de groupe. Alors, pour terminer ici, hein, Ringo représentait la capacité des personnes ordinaires à dépasser leurs origines, à atteindre la grandeur. L'essence inversée de l'étoile, d'autre part, résume bien les échecs de la carrière solo de Ringo, comme les érudits des Beatles le reconnaîtront. Voilà pour l'interprétation de leur carte arcane majeure. La carte de George Harrison, l'ermite, que nous voyons aussi dans The Economist. Alors, me revoilà pour la suite de cette vidéo, pardon pour le dérangement. Alors, j'étais sur l'interprétation de George Harrison avec la carte arcane The Hermit, un impératif spirituel, a contribué à un impératif spirituel à la musique des Beatles, assumant le rôle d'un enseignant dans un groupe dans lequel il était le membre junior d'âge. Il a été le premier à considérer le potentiel d'une vie d'un but au-delà des récompenses matérielles et du consumérisme occidental, initialement interprété comme le guitariste solo presque invisible. Avec une séquence avare, le Beatle tranquille métamorphosé en un porte-parole de premier plan pour la musique et la philosophie indienne. En tant qu'ermite,
Il est généralement capable de regarder en arrière la route que sa vie a suivie avec tolérance et compréhension, voire une trace d'amusement. Mais ses yeux sont fixés sur un objectif. Ah, qui nous attend encore? C'est intéressant. La carte de l'ermite. Une carte qui nous attend encore. C'est intéressant. Donc on a vu des événements, mais attention. Attention à une fracture ici, tremblement de terre. Donc il y a vraiment plein d'éléments intéressants. Avec ici 6 étoiles, l'ermite, voilà. On sait, effectivement, on voit les gilets jaunes, plein de manifestations, Hong Kong, etc. Et puis on va voir ce qui se passe. C'est intéressant. Même par rapport en plus à un des Beatles. Donc c'est vraiment intéressant de relier la carte arcane des Beatles, celle de George Harrison, notamment, et des économistes. Alors, la carte de Paul McCartney, le fou, c'est-à-dire le mât, celui qui initie la séquence des arcanes majeures. Alors, nous ne voyons pas, bien sûr. Ce que nous voyons dans The Economist, c'est le magicien de John Lennon. Mais c'est quand même très, très, très intéressant. Il peut aussi rassembler. Hein. Le mât, le fou, c'est celui qui initie la séquence. Donc, on peut dire que c'est la suite, que le magicien, le battleur, c'est la suite. Et nous verrons ça juste après avec les arcanes majeures du tarot. Interprétation, Paul avait plus besoin des Beatles que des autres. Il a prospéré dans l'identité et le cadre fourni par le groupe et s'est épanoui dans l'acclamation publique de la scène de concert. La créativité de l'idiot a fait de Paul le musicien le plus naturel, bien que totalement inexpérimenté du groupe. Son romantisme celtique est né, s'est révélé dans un amour des chansons narratives, par opposition au partage d'expériences personnelles, et dans un amour des sons pour leur propre bien. Plus que les autres, il écrit à partir du cœur et non de l'esprit. Et ses images sont plus souvent tirées de la nature. Il est pastoral et réfléchissant, alors que George pourrait être acerbe et monétaire, où John se réfugiait dans le surréaliste et le grotesque. Dans ses chansons, la musique des Beatles exprime le mieux la pure joie de vivre. Alors, carte de John, c'est celui du magicien, bien sûr. Alors, toujours l'interprétation, c'est ça qui m'intéresse. Hein. John était le sorcier des Beatles, le voyageur de l'autre monde, et qui revint avec des visions et le pouvoir de dynamiser ceux qui l'entouraient. Il a apporté une créativation agitée au groupe et un amour irlandais pour la langue et le jeu des mots. Comme beaucoup de ménestrels, il chantait souvent par énigme de peur que les mystères sacrés ne soient révélés aux malheureux et aux profanes. Le feu dans la tête des bardes antiques, comme William Butler Yeats l'appelait, était son cadeau et son fardeau spéciaux. Parce qu'il ne s'est jamais contenté de la façon dont les choses étaient, il n'a jamais cessé de nous mettre au défi d'être meilleur que nous. John a cessé. John a chanté d'imaginer des possibilités. Réalité, il a dit une fois, laisse beaucoup à l'imagination. Sans son rêve initial, les Beatles n'auraient jamais existé. Donc voilà pour les Beatles. C'est quand même très intéressant, hein, cette transposition par rapport aux Beatles. Très intéressant. Puisque nous voyons le magicien ici, effectivement, l'ermite. L'étoile avec Ringo Starr. Ringo Starr, l'étoile, c'est logique. Et puis ici, on peut transposer ça avec Paul McCartney, puisqu'il est le mâle, le fou. Mais il n'est pas dans les 21. C'est la carte 0 hein, du tarot de Marseille. C'est ce que nous avons. Puisque c'est lui qui initie la séquence. Alors, bien sûr, ce numéro de 2017 s'appuie hein, sur les arcanes majeures du tarot de Marseille, avec certains événements donc transposés à travers celle-ci. Comme le démontre l'excellentissime hein, Apprendre-Tarot de Marseille, qui est vraiment un magnifique plaidoyer hein, pour ce jeu divinatoire et ésotérique, hein, qui nous explique très très bien l'intérêt du jeu. Alors, bien sûr, j'en ai la quintessence, mais c'est vraiment très 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 important pour comprendre le contexte du Tarot de Marseille du 2017. Alors, le Tarot de Marseille est un jeu très ancien, datant très probablement du Moyen-Âge, voire plus ancien, de constater que la structure même du jeu n'a pas évolué au travers les derniers siècles. Les archétypes, la numérotation et l'organisation des cartes est restée strictement identique du
plus ancien jeu connu du tarot de Marseille de Jean Noblet aux dernières éditions parues. De premier abord, on constate que le tarot de Marseille est composé de deux sortes de cartes, les arcanes majeures et les arcanes mineures. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les arcanes majeures parce que ce sont ces arcanes que nous retrouvons dans le The Economist. Les arcanes majeures sont au nombre de 22 et on compte 56 arcanes mineures, formant un ensemble de 78 cartes. Si les arcanes mineures sont très organisées, 4 séries de 14 cartes, numérotées de l'As au 10, 4 figures, gaz aux anciennes, bâton, épée, denier, coupe. Les arcanes majeures semblent un peu complexes à structurer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a 21 cartes et une 22e. Et ce 22e, c'est le fou, le mât, qui est un narrateur interne. Pour comprendre l'organisation des arcanes majeures du tarot de Marseille, il est nécessaire de se pencher sur les archétypes qu'ils représentent. Ici, par d'organisation mathématique ou hiérarchique à première vue, il faut creuser plus loin. Une information prend toute son importance à cet instant, c'est la numérotation des cartes. Car les arcanes majeures sont numérotées, ils ont donc un certain ordre, ne serait-ce que celui contenu dans leur cartouche. Donc ce qui est intéressant à comprendre, c'est qu'il y a une numérotation, il y a un ordre, peut-être un ordre d'événements. Peut-être, c'est possible, par rapport au rédacteur. Et c'est vraiment intéressant. Alors, une information prend toute son importance, c'est la numérotation des cartes, car les arcanes majeures sont numérotées, ils ont donc un certain nombre, ne serait-ce que celui contenu dans le cartouche. Le remarque, alors qu'une des cartes, il ne porte pas de numéro. Il s'agit du mât, notre pèlerin avec son baluchon et son bateau de marche. Ce personnage semble à part, il est tel un vagabond intemporel, il est vêtu comme un troubadour avec son costume de fou du roi. Quel était le rôle du fou au Moyen-Âge? Celui de raconter des histoires. Et ici, c'était lui, le narrateur de l'histoire du tarot de Marseille. Donc, il part pour raconter l'histoire. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, nous avons aussi, par rapport au jeu de loi et les 64 images, oui, nous avons ici une sorte de mât, de fou, qui commence la séquence du jeu de loi. C'est vraiment extrêmement intéressant. Donc il ne faut pas oublier aussi le 2018 qui est lié aussi au 2017 puisque ce sont deux jeux divinatoires. Le tarot de Marseille et le jeu de loi, que je vais venir juste après. Alors, l'incroyable voyage du mât à travers le tarot de Marseille, notre narrateur, sous la forme de mât, va donc nous conter une histoire. Il existe 21 arcanes majeures qui vont alors être séparées en 3 ensembles de 7 cartes, formant ainsi un triple septénaire. Ces 3 septénaires vont guider l'itinéraire du mât allant du battleur jusqu'au monde, en passant une étape à chacune des cartes. C'est vraiment très intéressant. Alors le premier septénaire, nous avons le magicien dans le 2017. Et ensuite je passerai à la suite. Le récit commence comme bien souvent par une naissance représentée par le magicien, le battleur. Le pèlerin prend conscience de l'infinité de son potentiel, il découvre son environnement avec émerveillement, comme le fait un tout jeune enfant. Donc ensuite, voilà, il découvre les parents et tout ça. Il découvre l'amour, etc. Alors, pour finir ce septénaire, le mât passe donc de la naissance à l'autonomie après une petite enfance choyée auprès de sa mère, qui comble ses besoins affectifs, il s'affirme et construit sa personnalité auprès de son père. Cette éducation complète et équilibrée le mène à une certaine autonomie, ainsi qu'à un besoin d'émancipation salutaire. Donc c'est quand même intéressant ici. Voilà. Donc on a ici le mât, le battleur, le magicien, qui veut s'émanciper. Donc c'est bien la première carte à voir au niveau des événements. Voilà. Il veut s'émanciper. Et puis nous allons voir la suite. C'est vraiment intéressant, bien sûr. Au niveau du deuxième septénaire, de la vie matérielle aux premières épreuves. Voilà, bien sûr, nous avons quelques cartes arcanes majeures dans le 2017. Le pèlerin est maintenant prêt à entrer dans la vie adulte pour expérimenter tout ce qu'il a appris durant son enfance. Donc le premier septénaire. Il découvre en premier lieu les lois, le principe d'équité, mais également les sanctions avec la justice. Nous le retrouvons dans le 2019, celui-là, avec Vinci. Ce système juste mais complet nécessite du temps et de la patience, comme le montre l'ermite. Ce dernier invite le mât au retrait à l'introspection
Ainsi s'acquiert la sagesse et un meilleur rapport au temps. Après cette pause bénéfique, le mât reprend son cheminement et prend conscience de l'instabilité du monde qui l'entoure et de ses rythmes multiples et de la notion de cycle. On peut parler de, c'est-à-dire des manifestations, hein, on le voit dans le 2017, voilà, des manifestations à Hong Kong, pourquoi pas un retrait aussi, hein, un retrait du système. Hein. Ici, le magicien, le mât, l'antichrist, tout ce qu'on veut, le système, voilà, il peut battre en retraite. Hong Kong, en France, on ne sait pas, donc c'est peut-être une allégorie par rapport à ça, hein, par rapport au rédacteur de The Economist. C'est vraiment intéressant. La roue de fortune lui dévoile également que l'univers fait l'objet de hasard et de chance qu'il faut apprendre à saisir, et il comprend qu'il va faire preuve de courage pour garder le contrôle sur les événements, comme le suggère la force. Donc il y a des événements, on le voit bien avec les hommes politiques. Cependant, la maîtrise de son geste et de son esprit sera indispensable pour ne pas perdre de pied. Et c'est précisément la mise à l'épreuve proposée par le pendu qui pied mais le pèlerin sans dessus-dessous. Il n'a d'autre choix que de s'abandonner à l'épreuve et subir cette immobilisation, cette première confrontation aux obstacles de la vie, lui enseigne le renoncement et le sacrifice, ce qui lui coûte, il ressent la souffrance et sa transformation sera définitive. L'arcane sans nom, c'est la mort, représente alors la perte et la séparation, ce que notre pèlerin doit laisser derrière lui pour enfin poursuivre son chemin. Le deuxième septénaire s'achève avec la tempérance, un ange gardien qui pose sur le mât son regard bienveillant. Il lui apportera l'apaisement, l'aidera à mieux gérer ses émotions et permettra de prendre le recul nécessaire pour clore ce chapitre douloureux. Alors, ici, alors bien sûr, l'ermite, la roue de la fortune et la mort ici. Alors, on ne voit pas tout ce qui est positif, à part enfin, l'ermite qui... Tempérance, hein, on fait la pause. Et puis ici, voilà, il n'y a pas de choses pas forcément positives. Hein. Ça dépend au niveau politique, mais là aussi, il n'y a pas la carte de la tempérance, de la force. Il y a quasiment que des choses de type apocalyptique, on va dire. Que des choses de bouleversement, quoi. Alors cette deuxième partie, bien sûr, elle est consacrée à l'expérimentation de la vie matérielle avec tout ce qu'elle peut impliquer après avoir pris conscience des lois régissant le monde, la justice, le temps, le hasard, le massarme, et se prépare à affronter ses premières difficultés. Celles-ci le transformeront en jamais et déclencheront chez lui un besoin de contact avec le monde spirituel. C'est ce qu'on voit un peu en ce moment. Hein, la course aux armements, le système s'arme et se prépare à affronter ses premières difficultés, c'est-à-dire vraiment peut-être la crise économique, etc. Donc c'est vraiment intéressant. Le troisième septénaire, le dernier donc de la vie spirituelle, à l'atteinte de l'idéal. Le mât est désormais un être expérimenté qui s'aspire à s'élever. Il entre dans une nouvelle quête spirituelle. Il doit en premier lieu s'affronter lui-même. En réprimant ses pulsions, ses désirs et ses passions, le diable, à ce stade, en est l'image parlante. Les tentations sont nombreuses et le pèlerin doit réussir à se détacher de ses dépendances physiques ou matérielles. Cela ne sera possible qu'avec la violence de la maison Dieu et que nous voyons ici. La maison Dieu, bien sûr, c'est la tour. Donc on parle bien de violence ici. Hein. Et oui, ça c'est très clair, c'est implacable malheureusement. Par rapport aux séquences religieuses, là on parle bien peut-être de l'antichrist. C'est quand même important. Arrachant brusquement l'orgueil et l'arrogance du mât pour que la chute est rude, il en ressort fragile et faible, comme l'étoile dans le dénuement le plus total. L'humiliation est grande, mais c'est d'elle qu'elle va naître la vertu d'humilité. C'est alors que l'espoir renaît et le pèlerin va déployer toute son énergie et enfin trouver la foi. Il entrevoit à ce moment le monde spirituel et se connecte à son inconscient. Ce dernier, représenté par la lune, est empli de peur, de rêves, d'illusions. La nuit est sombre. Il y peine à y voir clair. Du songe à la réalité, il n'y a qu'un pas et le pèlerin se perd dans la contemplation des reflets. Heureusement pour le mât. Le jour se lève, le soleil apporte tous les éclaircissements dont il avait besoin le permettant de trouver enfin le bonheur. Donc on a rêve, illusion, peur, et puis on a soudainement, attention là, on parle peut-être de la planète qui s'arrête, etc. Donc c'est quand même important là, cette séquence historique.
au niveau des pôles, etc. Et on retrouve le soleil. On ne sait pas de quel côté, l'est ou l'ouest, on ne sait pas. Sa joie est palpable, il rayonne jusqu'à embellir la vie des autres. Après quoi, c'est l'illumination, l'heure du jugement. On voit avec Trump, le pèlerin réalise son ascension spirituelle et accède enfin à une conscience supérieure. C'est une forme de naissance pour lui, il arrive au terme de son voyage. La carte du monde symbolise son accomplissement. Le mât a trouvé son idéal parfait et harmonieux. Il achève sa quête spirituelle dans un état de pleine conscience et devient dès lors un être complet et accompli. Durant le troisième et dernier septénaire, le mât commence une quête spirituelle, au cours duquel il devra faire face à ses propres défauts et qu'il surmontera par échec. Après sa chute, il se reconstruira de nouveau grâce à sa foi et ses espoirs et réalisera enfin son élévation spirituelle. Il parvient à atteindre un idéal de perfection et d'accomplissement. Donc pour terminer cette séquence, et je reviendrai sur 2017 bien sûr, l'histoire semble s'achever ici et pourtant dans son périple, le mât a bien appris une chose. La vie est constituée d'une suite continue d'événements, de rebondissements, de hasards, de chances. À l'image de la roue de la fortune, le tarot de Marseille est un cercle à la fin d'un cycle, un autre prend le relais et ainsi de suite. Le mât est donc bien un éternel vagabond et son périple n'est jamais complètement terminé. Le tarot de Marseille révèle son ultime message. La vie est bien une infinité de cycles que nous traversons tel le mât encore et encore jusqu'au terme de chacun d'eux et ce jusqu'à notre mort. Mais qui sait ce que trouve de l'autre côté du voile? Donc ça me tenait à cœur de vraiment tout lire parce que ça explique extrêmement bien le 2017 concernant les événements. Donc ici nous avons le magicien, uniquement dans le premier septénaire. Dans le deuxième septénaire, nous avons l'ermite, nous avons bien sûr la roue de la fortune, et nous avons le 13e, l'arcane son nom, c'est la 13e carte. Hein. Et puis ensuite, nous avons la maison de Dieu, la tour, nous avons l'étoile en 17e, nous avons le jugement et le monde. Ils sont à côté. Donc ce qui est intéressant de noter, c'est que le 9 et le 10, ils sont collés, donc c'est 9 et 10, 13 l'arcane de son nom. On a la tour et l'étoile, 16 et 17, et le jugement et le monde, 20 et 21. Donc c'est à chaque fois des cartes à côté. Alors bien sûr, c'est quand même assez intéressant parce qu'on veut destituer Trump. Ici nous avons, donc ça c'est la fin de la séquence. Avec l'étoile ici, l'étoile soleil. Et puis là les religions, etc. La tour, la maison de Dieu, Hein. Là on peut parler du Vatican qui est en difficulté, hein, possiblement. Donc tout ça c'est pas encore arrivé, donc effectivement, là c'est le système. Là, les gilets jaunes, effectivement. Et puis là, les élections. Et puis après, c'est vrai que c'est compliqué. Avec l'arcane sans nom, c'est pas encore arrivé. La tour, les étoiles, c'est pas encore arrivé. Le jugement à la fin du monde, c'est pas encore arrivé. Donc, c'est quand même vraiment intéressant. Enfin, pas arrivé, c'est une façon de parler. Par rapport à leur vision. Donc, voilà. Alors, bien sûr, ce qui est intéressant, c'est que nous avons le 2018, juste après, hein, je me demande pourquoi je réduis, voilà. Nous avons ici le mât qui commence la séquence, donc la suite de 2017, hein, bien sûr. Et c'est un autre parcours initiatique pour le coup, puisque c'est basé aussi sur un jeu divinatoire, en l'occurrence le jeu de loi, où justement nous avons 63 symboles hein, qui sont en transposition, des images et des couleurs intéressantes. Donc, c'est un jeu de 63 symboles, donc répartis en 7 cycles de 9 étapes qui ont tous une signification particulière, bien évidemment, liés aussi au jeu du serpent, qui ont aussi 63 symboles, et seraient également liés au Yi King, qui lui aussi est un jeu initiatique et divinatoire. Alors, bien sûr, c'est un archétype du labyrinthe, un jeu initiatique, semé d'embûches pour découvrir le soi intérieur. Alors, sur Esotericus, bien sûr, on va essayer de comprendre le symbolisme de jeu de loi rapidement. Et puis, bien sûr, j'y reviendrai parce qu'il y a quand même des choses intéressantes sur le 2018. Hein. Vraiment beaucoup de choses intéressantes. Alors, symbolisme du jeu de loi sur esotericus.fr. Vraiment un site intéressant. Intrinsèquement, hein, le jeu est un symbole de lutte contre la mort, jeu funéraire, contre les éléments, jeu agraire, contre les forces hostiles, jeu guerrier, ou contre soi-même, contre sa peur, ses faiblesses et ses doutes. À l'origine, le jeu est lié au secret, est lié au sacré et peut revêtir une fonction initiatique au-delà de son aspect ludique. Ainsi, nous verrons que la tradition ésotérique considère le jeu de loi comme un labyrinthe. Comme je disais, l'alchimiste Fulcalini, il décèle quant à lui
l'un des recueils des principaux hiéroglyphes du Grand Œuvre. La plus ancienne mention du jeu de loi remonte à la cour des Médicis à Florence en 1580, même si certains datent son invention de la guerre de Troie. On note déjà sa présence dans les tombes égyptiennes. À la Renaissance, on parle du noble jeu renouvelé des Grecs pour évoquer ce jeu de hasard populaire dont nous tenterons de montrer que les règles à la portée des enfants peuvent revêtir une signification plus subtile pour l'initié. Un vieux mot français confirme le véritable sens qu'on doit accorder à ce jeu. Il s'agit du verbe oyer, entendre, d'où le nom wa, hein, oreille. Le noble jeu de loi peut donc devenir le jeu de l'entendement. Donc c'est lié aussi au son, à l'oreille. Bien sûr. C'est vraiment extrêmement intéressant. Par rapport au 2018, alors bien sûr, le 2019, on le connaît. Je fais beaucoup de vidéos. Alors, pour terminer cette vidéo, bien sûr, il y a le 2020. C'est quand même très intéressant de voir qu'est-ce que le 2020 nous propose. Alors, bon, c'est très énigmatique, hein, c'est basé sur l'échelle, l'optotype de l'échelle de Monoyer pour incruster des messages codés. Ça, c'est selon moi, et pour en savoir plus humblement. Alors, pour moi, bien sûr, on a des mots. The World in 2020, Trump Brexit, Tokyo, Mars, Climate, etc. Xi Jinping, récession, maudit. On a plein de mots comme ça, alignés. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le sens profond. Alors, comment on fait? C'est quand même compliqué parce que, alors moi, je me suis dit, il faut que j'aille partout, sur plusieurs disciplines, dans la logique grammaticale. Alors, les mots croisés, les alphabets, les lectures de langue, et leur sens, mots croisés, leur catégorie, numérologie, les anagrammes, les bases codes K6, K7, les codes ACI, code ASCI, code informatique. Donc, effectivement, dans le raisonnement, je suis allé partout pour trouver, parce que finalement, on a des lignes. Parce que si on se transpose quand même sur l'échelle de Monoyer, c'est qu'on a des lignes. Mais ça peut être aussi un labyrinthe. Puisqu'on voit Monoyer, le nom de Monoyer se lit comme ça. Donc, on peut aller dans tous les sens. Et bien sûr, si je trouve quelque chose d'intéressant, qui est en lien avec d'autres économistes, bien sûr, j'y reviendrai. Alors, pour essayer de comprendre un peu, je me suis basé sur mots croisés, j'ai vu 12 lignes, ici, 12 lignes, ça m'intéresse, puisque le numéro de 2020, 12 lignes, la grille en hébreu est de type italien, et bien sûr, l'hébreu s'écrit et se lit de droite à gauche. Donc, alors, rapidement, le verbicrucis, pour le coup, c'est l'auteur du mot croisé, donc ce sont les rédacteurs de The Economist. Et les cruciverbistes, hein, c'est nous, on essaye de résoudre ce mot croisé. Alors bien sûr, c'est un autre type d'analyse et de décryptage que le 2019, mais bon, c'est intéressant, vraiment. Alors moi, je me base sur ça pour découvrir quelque chose. Alors, sur la première ligne, c'est le THE, le THE, qui m'intéresse. Bon, là, j'ai un mot, THE, mais de l'autre côté, j'ai un sigle. J'ai un sigle EHT. On va voir qu'est-ce qu'on trouve sur EHT. Si on ne trouvera rien, on continue le raisonnement. On continue la réflexion. Or, ce qui m'intéresse, je trouve ça, EHT. Je trouve l'Event Horizon Telescope. Et ça m'intéresse beaucoup par rapport aux économistes précédents, notamment le 2018. Notamment le 2018. Où nous voyons un télescope ici. Qui est en 18e case du jeu de loi. Par rapport au mât, il commence la séquence 9 et 9, 18. 18e case, et à 18e case, on retrouve une noix. Donc il faut essayer de comprendre le symbolisme de loi, comparé à la case 18, et par rapport à l'Event Horizon Telescope. C'est quand même important. Donc, le symbolisme, donc rapidement, à l'Event Horizon Telescope, hein, c'est un réseau de télescopes terrestres combinant les données de stations d'interférométrie à très longue base. C'est un procédé astronomique utilisant radioastronomie dans lequel les données reçues de chaque antenne du réseau
sont marqués avec une heure précise, généralement fournie par une horloge atomique. Donc voilà, ça comprend énormément de télescopes reliés, l'Atacama, le radiotélescope Maxwell, on va voir la carte. C'est vraiment global. Hein. C'est vraiment global. Les 20 horizons télescopes pour voir le trou noir. Hein. On a vu des photos aussi du trou noir du Soleil. Donc tous ces télescopes-là sont reliés ensemble, les 20 horizons télescopes. Donc c'est intéressant. La première ligne de The Economist, tout comme le Horizon Ultima Thule, pour le Rio. Et là, encore une fois, on parle de télescope. Alors par rapport à loi, qu'est-ce que ça correspond? Puisqu'on le retrouve dans le 2018, au niveau du jeu de loi. Donc, très rapidement, hein, pour terminer, loi dans la tradition, dans l'histoire de la tradition, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire, avant de s'intéresser plus spécifiquement au jeu lui-même et tenter de percer l'ésotérisme à travers l'étude de ces cases les plus emblématiques, il convient quand même de s'attarder quelques instants sur le symbolisme de loi. En tant qu'oiseau, loi est prédisposée à servir de symbole aux relations entre le ciel et la terre. Sous sa forme sauvage, l'ensemble des civilisations lui ont accordé une forte connotation symbolique. Si elle apparaît pour les Chinois contemporains comme le symbole de la fidélité conjugale en raison de la régularité de ses migrations, elle est au commencement le symbole de signal de la vigilance. Signal et vigilance. Ah, c'est peut-être lié au télescope. Signal, vigilance, pourquoi? On peut ainsi se référer aux oies sacrées du Capitole à Rome, élevées autour du temple de Junon, censées pressentir le danger, et qui donnent l'alerte pour empêcher l'invasion des barbares gaulois. Donc peut-être que l'événement d'horizon télescope va donner l'alerte pour empêcher quelque chose. Puis nous avons la suite. Mais déjà, symbole de signal, vigilance, censé pressentir le danger. Donc c'est peut-être l'événement d'horizon télescope qui va avoir des problèmes, ou c'est peut-être cet événement d'horizon télescope qui va donner une alerte. Donc voilà pour ce décryptage du 2020. Pour une première ligne, c'est déjà pas mal, humblement. Alors moi, je reste sur ça, parce que c'est vraiment très, très, très intéressant, là, pour le coup. On a vraiment du concret. Par rapport à l'Event Horizon Télescope, il y a quand même beaucoup de choses à voir. Hein. On a des mises à jour par rapport à ça. Donc moi, je vais continuer humblement mon raisonnement. Et pour avoir des liens aussi intéressants. Donc merci à vous de m'avoir suivi jusqu'au bout. Bien sûr, n'hésitez pas, hein, vos remarques, vos commentaires sont très 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 importants et très intéressants, bien sûr. N'hésitez pas à fournir vos informations complémentaires sur le 2020. On est tous preneurs, bien sûr. Quant à moi, je vous remercie. Je vous dis, n'hésitez pas à vos abonnements pour les bonnes résolutions de l'année. Et à la prochaine, merci.